Bonsoir. Difficile de préparer le journal quand on aime à la fois la politique et le sport, quand on tient à regarder les questions d'actualité à l'Assemblée nationale, puis le tournoi de tennis de Monte-Carlo sur la 3, puis le match de football Monaco-Ajaccio sur la 1. Vous n'avez pas eu le temps de regarder, Bernard Kouchner? Non. Bon, alors mais vous allez m'en parler. Absolument. Alors soyons élégants et commençons par l'événement retransmis par la concurrence. Les quarts de finale de la Coupe de France. Monaco s'est consolé de sa défaite récente contre Marseille en championnat. La Principauté a battu l'Île de Beauté par 3-0 et s'est qualifié pour les demi-finales. Jean-Philippe Guillain. Devant 10 000 spectateurs, Monaco en rouge attaque calmement son début de rencontre en terre corse. Marcel Dib et Gérald Passy, côté monégasque, vont se mettre rapidement en valeur. Mais le niveau de cette première période est assez moyen. Les deux équipes cherchent surtout à éviter la faute et à la mi-temps, le score est toujours nul malgré ce joli tir de Passy. Deuxième mi-temps, centre de Djorkaeff, Niako est seul. Sa tête ne laisse aucune chance au gardien d'Ajaccio, Franck Chaumin. 1-0 pour Monaco. 13 minutes plus tard, le Danois John Sivebæk intervient énergiquement et inscrit le second but pour Monaco de l'intérieur du pied droit. 2-0, les Corses n'y croient plus, ils commettent d'ailleurs des erreurs de défense inhabituelles. Gérald Passy s'approche de la surface et lobe astucieusement Chaumin du pied gauche. Score final 3-0, la logique est respectée et Monaco jouera les demi-finales de la Coupe de France. Et l'équipe de France qui jouera en Suède pour l'Euro 92 du 10 au 26 juin est connue. Michel Platini a choisi les 20 joueurs qui représenteront notre pays. Vous les découvrez en même temps que moi. Il n'y a quasiment pas de surprise. Un troisième gardien toutefois avec Pascal Olmeta. La sélection aura donc une forte coloration marseillaise avec 8 joueurs de la Canebière. Quant au tennis, mauvaise nouvelle. Champion et Santoro ont été éliminés à Monte-Carlo. Bonne nouvelle, Forger s'est qualifié. Nous y reviendrons à la fin de ce journal avec une page spéciale. François Mitterrand l'a dit et redit. L'Europe lui tient à cœur. Il veut aller vite. Le gouvernement a adopté aujourd'hui le projet de réforme de la Constitution destiné à permettre la ratification du traité de Maastricht. Quelles seront les modifications? Les précisions de Christian Mez. Conformément à la demande du Conseil constitutionnel, le gouvernement a donc entrepris de retoucher la Constitution pour la rendre compatible avec le texte européen de Maastricht. Pour cela, le gouvernement a choisi la méthode la plus rapide. Le projet de loi constitutionnelle qu'il présente aujourd'hui n'est pas une réécriture de certains articles de la Constitution, mais un simple ajout de 2 articles à l'intérieur du texte de 58. Le premier de ces articles, numéroté 88.1, consent le transfert à la communauté européenne des compétences en matière monétaire et sur la question du franchissement des frontières extérieures. L'article 88.2, lui, accorde le droit de vote et l'éligibilité pour les élections municipales aux ressortissants des États membres de la CEE. Toutefois, comme prévu, le même article leur interdit d'être maire, adjoint au maire et de participer à l'élection des sénateurs. Ce projet de loi est maintenant entre les mains de l'Assemblée nationale qui devrait l'examiner en séance publique autour du 5 mai. Viendra alors le tour du Sénat, sans doute début juin. Les deux assemblées devront avoir voté le texte en termes strictement identiques, convoqués ensuite en congrès, c'est-à-dire tous ensemble. Les 898 parlementaires seront alors invités peut-être à la mi-juin à adopter définitivement le texte. François Mitterrand veut aller vite, je vous le disais, veut aller jusqu'au bout, quelle que soit la méthode. Pierre Bérégovoy l'a confirmé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, pas plus que le chef de l'État, ne prendra le risque de voir enterrer le processus de révision constitutionnelle préalable à la ratification des accords de Maastricht. Autrement dit, mesdames et messieurs les députés, tout dépend de la qualité du débat, de l'écoute du gouvernement et de l'esprit de responsabilité que nous partagerons ensemble. Nous nous sommes engagés dans cette voie par conviction européenne et nous ne sommes pas les seuls au gouvernement ni dans la majorité à être partisans de la construction européenne. Vous le savez comme moi, ici. Quant au RPR et l'UDF, ils se sont réunis cet après-midi à l'Assemblée nationale après les questions d'actualité pour tenter d'adopter une démarche commune. Arlette Chabot, vous êtes en direct de l'Assemblée. Alors,
Oui, effectivement, ils ont adopté une position commune. Il faut dire qu'ils étaient obligés, car le RPR et l'UDF ne voulaient pas donner à François Mitterrand le spectacle d'une opposition divisée. Ils sont donc parvenus à un accord ce soir, c'est-à-dire sur 6 points qui seront soit des amendements, soit des garanties. Voilà donc 6 points, comme par exemple un contrôle plus strict par le Parlement de tout ce qui sera décidé, comme aussi de temps en temps la révision en ce qui concerne l'accord monétaire. Voilà donc, on ne parle plus vraiment de ce fameux référendum que Jacques Chirac exigeait devant les parlementaires du RPR la semaine dernière. Jacques Chirac s'est peut-être rendu compte qu'au fond, cette stratégie menait à une impasse dans la mesure où François Mitterrand ne veut pas de ce référendum sur les modifications constitutionnelles et Valéry Giscard d'Estaing trouve que ce n'est pas une bonne idée non plus. Et d'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing a fait en quelque sorte la leçon à Jacques Chirac ce matin en lui expliquant qu'aucun homme d'État ou candidat à une élection présidentielle ne pouvait s'opposer à la construction de l'Europe. Donc ce soir, tout le monde sauve la face grâce à ces 6 points et ces 6 amendements. Et l'opposition s'est tout de même offert pendant une semaine le spectacle ou peut-être une petite frayeur d'une division qui n'était pas vraiment utile pour elle. Merci Arlette. Alain Juppé et François Bayrou sont en train de tenir une conférence de presse. Je pense que nous pourrons entendre des extraits de leur conférence de presse au cours de ce journal. Bernard Kouchner, bonsoir. Vous êtes le ministre de la Santé et des Affaires sociales, mais je m'adresse d'abord à l'homme... ministre de la Santé et de l'Action humanitaire. Et de l'Action humanitaire, pardon. Mais je m'adresse d'abord à l'homme politique. J'ai l'impression qu'on va vers un consensus. C'est une intuition, là, sur l'Europe. Peut-être une bonne intuition. En tout cas, il faut être simple. Il y a des gens qui sont partisans de l'Europe, et j'en suis un farouche et déterminé partisan, et nous sommes très nombreux, puis des gens qui ne sont pas partisans. Simplifions les choses. On a l'impression que le traité de Maastricht surprend tout le monde, mais il a été l'objet de négociations, de travaux, d'acharnement pendant des mois et des mois entre 12 pays. Il ne faut pas le découvrir maintenant. Alors là, je m'adresse au ministre de la Santé. C'est la raison de cette invitation. Vous avez pris une décision importante. Aujourd'hui, au Conseil des ministres, le dépistage du virus du sida sera désormais remboursé à 100%. Pourquoi une telle décision? Oui, parce qu'il faut persuader, il faut inciter au dépistage, il faut convaincre. Et donc, non seulement le test sera remboursé, mais il y a maintenant 250 centres anonymes et gratuits où la première consultation, le test et la seconde consultation seront remboursés. Et il n'est pas question, comme cela a été dit, d'un dépistage obligatoire. Pourquoi? Mais parce que ce serait éthiquement impossible, légalement impossible dans l'Europe, et en termes de santé publique, complètement inutile et inefficace. Oui, mais il faut convaincre. Ce qui sera obligatoire, c'est que le patient soit convaincu, si possible, par son médecin. En tout cas, le médecin essaiera de le convaincre dans des périodes particulières de la vie où le dialogue est possible. Tout passe par le médecin et la confiance dans le médecin. Voilà ce que ça voulait dire. Vous êtes clair sur ce point, pas de dépistage obligatoire, mais non. Tout de même, vous allez mener une forte campagne d'incitation. Est-ce que ça n'est pas une manière plus habile, finalement, d'inciter, mais d'une manière... c'est une manière plus efficace, pas habile, c'est pas une question d'habileté. Les Français à accepter Oui, c'est la confiance qui doit être rétablie. C'est encore pas une maladie comme les autres, le sida. Je suis désolé, ça viendra. Quand ça viendra, ça prouve qu'on aura trouvé des traitements, un vaccin, etc. Et je souhaite cela. Mais pour le moment, il faut en effet informer les médecins qui ont la prise en charge de douleurs et d'angoisse sur les bras. Et donc ça a été fait par l'Agence nationale de lutte contre le sida, par nous-mêmes, et puis le public, et la campagne démarre aujourd'hui, et c'est la raison de ma présence ici. 9000 affiches pour inciter au dépistage dans des périodes particulières de la vie, en particulier les gens qu'on appelle à risque. Pourquoi ne pas le rendre obligatoire pour les examens prénuptiaux, par exemple? Eh bien parce que déjà, pour les examens prénuptiaux, pour la grossesse, 95% des gens acceptent, dans le dialogue avec le médecin, encore une fois le médecin nécessaire. Ce sont les 5% qui fuiraient, pour des raisons difficiles à expliquer ici, mais qui sont des raisons d'angoisse, de fantasme, de difficulté, de marginalité, etc. Or, c'est ces 5% qu'il faut absolument convaincre. C'est là où le rôle de l'information et du médecin, problème de confiance et de rapports humains en réalité. Le médecin que vous êtes a aidé le ministre à prendre une telle décision? Sûrement, mais elle avait été prise par Bianco et Durieux. Oui, tout à fait. Oui. Mais je partage. Je me suis interrogé aussi. C'est vrai que ça semble une espèce de protection comme ça un peu, si j'ose dire, légale, policière. On serait tous testés et ça irait mieux, mais non. C'était une protection illusoire. On ne sera pas plus protégé. Information, information, information. Le sida a besoin de ça pour la prévention. Et la prévention, c'est simple. Il y aura d'autres campagnes. Alors, je demande au ministre de l'Action humanitaire de rester avec nous pour regarder, pour nous dire d'abord ce que vous allez faire, pour regarder ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine, où la situation est évidemment très critique. Morad Aïtabouche. Ambiance ce matin autour de l'hôtel Bosna, l'hôtel où se trouvent les observateurs de la communauté européenne. Tir ininterrompu, le plus souvent au hasard. Personne n'est épargné,
pas même les témoins de cette guerre. Ce caméraman britannique, blessé à la main, devra attendre une accalmie avant d'être évacué. Profitant de ce répit, la Croix-Rouge va reprendre son travail. Mais dans le parc de l'hôtel, il est déjà trop tard pour plusieurs soldats ou miliciens, plusieurs Serbes ou musulmans. Depuis hier, l'armée fédérale et les Serbes ont intensifié leur offensive. Comme d'habitude, les habitants se sont réfugiés dans les abris, la peur au ventre. Partout, les dégâts sont importants. Dans le quartier musulman, selon des témoins, les combats ont été d'une rare violence. En fin d'après-midi aujourd'hui, le calme semblait revenu à Sarajevo. Grâce aux observateurs de la communauté européenne, un cessez-le-feu a été signé entre les deux belligérants. Un énième cessez-le-feu qui pourrait bien être violé encore une fois ce soir. Bernard Kouchner, vous y serez demain. Peut-être, l'aéroport est fermé. Mais sinistre spectacle. Vous savez, la nécessité de l'Europe s'inscrivait dans ces images. Parce que quand on est là-bas, j'y suis allé souvent, on ressent profondément la nécessité de l'Europe des 12 comme une sécurité, au moins cela, et aussi pour la France. Bien sûr, il y en aura 1000 des cessez-le-feu, bien sûr. Regardez ces images, on croit les avoir déjà vues, sont des images sinistres. Alors, demain peut-être. En tout cas, vous savez, ça se marie bien, je ne veux pas faire l'homme orchestre, mais la santé, l'action humanitaire, c'est évident dans ces images. Si demain nous parvenons à livrer des médicaments aux hôpitaux de Sarajevo, si demain l'aéroport est ouvert, nous pourrons peut-être évacuer des gens aussi. Pardon de pas sûr du tout. Hein. Pardon de revenir à la santé, mais ça intéresse les Français. L'Express, dans sa nouvelle formule, dénonce ce qu'il appelle un nouveau scandale du sang. La France compte déjà 500 000 personnes contaminées par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, j'en sais rien, je n'ai pas lu l'article. L'hépatite C, c'est beaucoup moins grave que ce que vous pensez. Mais ça veut dire très clairement qu'il faut une refonte absolue du système de transfusion, avec évidemment une garantie et une sécurité pour le patient qui ne doit pas sortir plus malade qu'il n'est rentré dans l'hôpital. C'est évident, nous y travaillons, il y aura une espèce d'agence de sécurité, une reprise en main. On croit que l'État est responsable de tout ça. Sachez que la transfusion sanguine n'était pas la responsabilité de l'État. Et puis vous savez, on parle beaucoup de ces scandales, il y a eu des fautes, des difficultés, des angoisses, et vraiment, je m'incline devant les gens qui ont souffert. Mais c'est un scandale mondial, ça n'a pas été une volonté délibérée. Il y a presque le double de cas d'hémophiles malheureusement contaminés au Canada, presque le double aux États-Unis. C'est comme ça. On croit qu'il y a une sûreté thérapeutique. Il n'y en a pas, il y a une société du risque aussi. Mais il faut absolument, et nous sommes en train d'y travailler, ce sera fait dans quelques jours, proposer un autre système de transfusion. Pardon, c'est vous qui m'interrogez, j'essaie de répondre. C'est pas simple, hein, c'est un problème difficile entre le don du sang, la générosité française, qu'il ne faut pas jeter avec l'eau du bain, car c'était un bon système, et l'industrialisation à l'autre bout de la chaîne, il y a beaucoup de choses à faire. Merci Bernard Kouchner. Pardon d'avoir été long. Bon voyage à Sarajevo. Merci. Charles Jospin, le nouveau secrétaire d'État à la mer, subit les mêmes tracas que son prédécesseur. Il avait décidé, je vous le rappelle, de maintenir le projet de réforme du statut des dockers. Il a donc droit, c'était inévitable, à une grève générale des gros bras. Les grands ports sont paralysés. Allons au nord, avec Huguette. Dunkerque, Boulogne, Calais, les 3 ports du littoral sont inégalement touchés par le mot d'ordre de grève lancé par la Fédération des dockers CGT. C'est à Boulogne que la situation est la plus délicate. Le fret est totalement paralysé, y compris celui du trafic transmanche. Une quarantaine de poids lourds sont bloqués sur les quais de débarquement. Les transporteurs de denrées périssables commencent à s'impatienter. C'est 14 tonnes de poissons. Hein. C'est là on attend du bon vouloir de ces messieurs qui nous laissent passer pour pouvoir vider, mais ça ne sera pas vidé maintenant avant demain. Calais devrait hériter d'une partie du trafic transmanche. La CGT locale s'est contentée de bloquer le port. Même situation à Dunkerque où les dockers ont passé leur journée en réunion et en assemblée générale. Là comme ailleurs, le principe d'une grève de 5 jours a été adopté sans difficulté. En revanche, une paralysie à 100% n'est pas encore d'actualité. Il ne faut pas que le ministère se réjouisse et les patrons non plus. Nous n'irons pas à la grève totale générale. Par contre, il est possible que nous paralysions suffisamment les ports pour provoquer une négociation. Les dockers jouent là une partie cruciale. Les échéances se précipitent, discussion probable du projet d'ici quelques semaines à l'Assemblée nationale, date butoir pour les négociations fixées au 15 juillet. Enfin, les lettres d'embauche, symbole du nouveau statut, auraient commencé à être envoyées. La marge est donc étroite. La lutte contre les méfaits de l'alcool au volant n'épargne personne. Jocelyn Delcourt, ancien champion d'Europe de relais, a été inculpé et écroué après un accident tragique dans le Bas-Rhin, 3 morts. L'ancien sprinter était ivre. Cette arrestation témoigne de la détermination de la justice à punir les chauffards. Nathalie Darigrand.
La justice, inflexible devant les chauffards, comme Christian Vignon, jugé hier, Jocelyn Delcourt, risque 4 ans de prison et 60 000 francs d'amende, soit la plus lourde peine en matière de conduite en état d'ébriété. Après de longues années d'information, l'alcool au volant est considéré en France comme un véritable fléau. En 10 ans, l'arsenal répressif s'est affiné, mais aujourd'hui, magistrats et hommes politiques réclament plus de sévérité. Le problème des sanctions, qui doivent être immédiates, directes, plus dures pour les chauffards, ceux qui tuent, ceux qui ont plus d'1,5 gramme d'alcool dans le sang. Là, il faut être très dur. Ce sont des criminels en puissance. Des peines plus sévères, les spécialistes affirment que cela ne suffit pas. La solution est en amont, dans la prévention, dans la multiplication des contrôles. Les Australiens ont montré qu'il fallait un dépistage tous les ans ou tous les 2 ans. Et ça veut donc dire qu'en France, il faudra environ 20 à 30 millions de dépistages par an. On en est loin, il y en a environ 6 millions. Il y a eu des progrès, mais on est très au-dessous du seuil d'efficacité. La bataille contre l'alcool au volant est en effet loin d'être gagnée. Les chiffres de la sécurité routière en témoignent. Chaque année, 40% des automobilistes responsables d'accidents mortels ont une alcoolémie supérieure à la limite légale. Chaque année, sur 4 millions de contrôles effectués en France, plus de 100 000 sont positifs. Procès d'une bavure médicale et pénitentiaire en Espagne. Un jeune Français, Gilles Perrault, arrêté en 81 parce qu'il possédait du hashish, est mort 2 mois plus tard. Il souffrait d'un cancer généralisé, mais ses geôliers n'avaient pas voulu le soigner. Ils croyaient à une simulation. Le médecin pénitentiaire est jugé pour non-assistance à personne en danger. Anne Rongère et Christophe Hérault ont procédé, si j'ose dire, à une reconstitution avec les parents du jeune homme. Maman, j'espère que je ne te fais pas trop de peine, mais ne t'inquiète pas, je vais bien. Cette lettre, la mère de Gilles ne s'en sépare jamais. À tous, votre fils Gilles. 2 mois après l'avoir envoyé depuis la prison d'Algésiras, Gilles mourait. Ses parents ont quitté leur village des Pyrénées pour refaire 11 ans après le parcours de leur fils et tenter de comprendre. 2 ans avant son départ en vacances au Maroc sur un bateau comme celui-ci, Gilles est opéré d'un mélanome malin, une forme très grave de cancer. Les médecins sont formels. Au moindre signe de fatigue, d'amaigrissement ou de toux, Gilles doit refaire des examens. Mais à son retour du Maroc, les douaniers l'arrêtent. Ils transportent du hashish, direction la prison. Un chien, on le soigne, et moi j'estime qu'un être humain, il doit être soigné comme il faut, surtout en ayant cette maladie qu'est le cancer. Image volée de cette prison où Gilles va passer 1 mois. Il vomit, il ne tient plus debout, il perd plus de 20 kilos. Le médecin refuse la liberté conditionnelle. Si Gilles maigrit, dit-il à ses parents, c'est parce qu'il est triste. S'il tousse, c'est à cause d'une angine, on lui donne de l'aspirine. Lorsque Gilles est finalement transporté ici à Ceuta, il est trop tard. Il mourra 10 jours plus tard. Un procès pour erreur médicale, une première en Espagne. L'avocat du médecin inculpé nous a fait répondre 3 jours de suite qu'il n'était pas là avant de finalement nous recevoir. Le médecin n'est pas un magicien qui devine tout en regardant dans une boule de cristal. Même difficulté pour rencontrer le médecin inculpé. Sa réponse, les certificats médicaux de Gilles n'étaient pas assez précis. Son profil était celui d'un toxicomane, pas d'un cancéreux. C'était le profil typique, banal et courant d'un jeune toxicomane. Pour le décrire, on a une expression en espagnol qui pourrait se traduire ainsi. C'était une loque humaine. Les parents de Gilles n'ont jamais contesté la réalité du trafic de drogue. Mais s'ils ont mobilisé un réseau d'avocats et d'amis, c'est parce qu'ils pensent que leur fils a été victime d'une grave erreur de diagnostic. Je ne peux pas laisser ça comme ça, autrement dans 10 ans je ne pourrais pas me regarder dans une glace. Je me dis, si tu le fais pas, dans 10 ans tu ne pourras plus repenser même à ton fils. S'il n'obtient pas satisfaction, le père de Gilles ne baissera pas les bras, il ira jusqu'à la Cour de justice européenne. En attendant, il tient chaque soir un journal de ce combat qui dure depuis plus de 10 ans. La bataille entre l'Etna et les hommes devient titanesque. Le volcan semble résister à tous les assauts des militaires italiens et américains, contraints d'employer des moyens et des méthodes de plus en plus spectaculaires. Isabelle Thomas. L'opération des militaires italiens et américains est digne d'un film fantastique. Imaginez un filet d'acier suspendu au-dessus de la coulée de lave et sur lequel sont disposés une vingtaine de blocs de béton.
3 hélicoptères larguent d'énormes parpaings, en même temps qu'en amont, des artificiers font sauter un éperon rocheux. L'effondrement du tout doit combler l'entrée du tunnel par lequel s'engouffre la lave en fusion. Il s'agit d'obliger cette lave à s'épandre en surface en une sorte de delta. Ralentie, refroidie à l'air, elle devait finir par arrêter sa course. C'est effectivement ce qui s'est produit dans un premier temps, mais 2 bouches éphémères sont nées cette nuit en aval du bouchon de béton par lesquelles la lave continue de s'écouler. L'opération spectaculaire n'a donc fait que gagner du temps sans tarir complètement la source incandescente. La protection civile n'exclut pas de renouveler l'opération d'hier. En attendant, 800 mètres plus bas à Zaferana, tout est prêt pour une évacuation. Et allons maintenant au tournoi de tennis de Monte-Carlo, retransmis chaque jour par la 3. Malheureusement, Santoro et Champion ont été éliminés. Forget a heureusement sauvé l'honneur. Dominique Champeau. Stefano Pesco Solido, les Italiens l'appellent aussi Pesco Fluido par dérision, tant son jeu va vite à se liquéfier. Pendant un set et demi, pourtant, Emilio Sanchez a eu tout à redouter du jeune Romain. Mais souvent par négligence, Pesco redevint vite Fluido, permettant à Sanchez de sauver en 3-7 une partie qui lui avait pratiquement échappé. Boris Becker en colère, une scène ordinaire d'un match sur terre battue où il a toujours du mal à trouver ses repères. Le modeste Hollandais Tom Nyssen, 225e mondial, l'a contraint à disputer 3-7, jetant encore un peu plus de trouble sur ses aptitudes à remporter un tournoi sur terre battue. Pour Guy Forget non plus, un match sur terre battue n'est jamais tout à fait simple. Il entretient avec cette surface des relations parfois difficiles, par impatience souvent, puis par nervosité quelquefois. Pourtant, son premier set fut limpide, 6-1, c'était net et précis. Facile, ça l'avait même été un peu trop, car Francisco Roy, élevé à l'école de la terre, y a appris que la patience était le meilleur des remèdes. Laissant Forget à la satisfaction de son premier set, il profitait d'un net relâchement du Français pour reprendre quelques couleurs. Petit à petit, encouragé par le manque de réussite de son adversaire, son jeu prenait du volume, au point de contraindre Forget à prolonger la partie en 3-7. À partir de là, tout était possible, y compris le pire, car Roy ne voulait plus rien lâcher. Forget in extremis retrouvait pourtant suffisamment d'assurance pour conclure sur l'écart 6-4. Victoire laborieuse, la seule chez les Français aujourd'hui. Et le 19-20 tient ses promesses. Je vous propose d'écouter Alain Juppé, le secrétaire général du RPR, qui définit la position commune adoptée par le RPR et l'UDF. Nous sommes d'accord pour dire que nous ratifierons le traité de Maastricht et que nous voterons le projet de réforme de la Constitution si nous obtenons les clarifications et les garanties que vient d'énumérer tout à l'heure Jacques Barrot. Et nous sommes d'accord sur la liste de ces clarifications et de ces garanties. Il va y avoir débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si l'Assemblée nationale et le Sénat ne se mettent pas d'accord sur le même texte, la réforme avorte. S'ils se mettent d'accord, nous pensons au RPR que l'ampleur de la réforme constitutionnelle est telle qu'il faut aboutir à une consultation référendaire de l'article 89. Et naturellement, si nous avons eu satisfaction dans le courant de la discussion parlementaire sur les conditions que nous posons, nous voterons oui. Voilà, c'était la position du secrétaire général du RPR, mais qui parlait également au nom de l'UDF. Vous l'écouterez bien sûr plus longuement à 22h15. Ce sera l'heure de Soir 3, présentée par Marc Hautement. Florence Klein vous parlera du temps dans 30 secondes à 20h. Bonsoir, à demain 19h.